suis le docteur Mohamed Zekraoui, je travaille en réanimation à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui des principes d'échange en épuration extra-rénale. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord rendre un petit hommage à un pionnier, ou disons le pionnier de l'anesthésie-réanimation tunisienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, le professeur Mohamed Zahri, premier chef de service du département d'anesthésie-réanimation et d'hémodialyse de l'hôpital militaire de Tunis. Probablement qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler d'épuration extra-rénale en Tunisie si le feu Mohamed Zahri n'avait pas bataillé pour implanter les différentes techniques d'hémodialyse et d'hémofiltration au chevet du patient critique de réanimation au milieu des années 70 et 80. Et là, je vous parle des premières dialyses faites in situ en réanimation au chevet du patient dans les années 80, aux alentours de l'année 82, des premières hémofiltrations artério-veineuses initiées dès l'année 1984 et l'hémofiltration véno-veineuse avec des générateurs plus performants implantés dès l'année 1984 au niveau de son service jusqu'au début des années 2000 avec le développement de la technique d'hémofiltration en ligne, en réanimation à l'hôpital militaire, technique qui est encore au jour d'aujourd'hui utilisée. Dan et il a créé la notion de collège. Moi, j'étais résident en 1996, tous les samedis, on avait un cours de collège à la faculté de psychologie. Tous les samedis, en 1996. C'était la seule spécialité, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on représente la locomotive, la première locomotive du train, du collège. Il a créé le collège d'anesthésie, il a créé les sociétés d'anesthésie de réanimation, en hommage et respect. Donc, épuration extra-rénale, c'est quoi et quels sont ces mécanismes? C'est tout bêtement, tout simplement, le transfert à travers une membrane semi-perméable de soluté et de solvant. Qu'est-ce que ça veut dire, membrane semi-perméable? C'est-à-dire qu'elle va laisser passer des substances dont le poids moléculaire ou la taille sont compatibles avec le diamètre des pores de cette membrane. On va parler essentiellement de deux mécanismes principaux qui sont la diffusion et la convection, tout en sachant qu'il y a un troisième mécanisme accessoire qui est l'absorption dont on ne va pas beaucoup parler. On va commencer par la convection ou mécanisme physico-chimique qui va régir les échanges au cours de l'hémofiltration. C'est quoi la convection? C'est le transfert à travers cette membrane semi-perméable de solvants et de solutés, donc d'eau plus des solutés, à travers les pores de la membrane, selon un gradient de pression hydrostatique. Donc, première remarque ici, au cours de l'hémofiltration, il n'y a pas de gradient ou de force osmotique, c'est-à-dire que les concentrations au niveau du compartiment sanguin et du deuxième compartiment qu'on va appeler ultrafiltrat est égale en tout point. Donc, pas de gradient osmotique, uniquement un gradient de pression hydrostatique entre le compartiment sanguin et le deuxième compartiment qui est l'ultrafiltrat. C'est le mécanisme de la filtration glomérulaire physiologique dont vous a parlé Dr Gebeldi tout à l'heure. Deuxième remarque, la molécule qui va passer avec la plus grande quantité entre le sang et l'ultrafiltrat, c'est bien évidemment la molécule qui est présente en plus grande quantité au niveau du plasma et qui a la plus petite taille moléculaire. Selon vous, quelle est cette molécule? H2O, c'est l'eau, ce qui fait de l'hémofiltration continue la méthode diurétique la plus puissante qui puisse exister. Donc la clairance en eau en hémofiltration, elle est égale au volume ultrafiltré. Pour vous donner une petite idée ou un ordre de grandeur, on va voir les prescriptions tout à l'heure, comment on va prescrire en hémofiltration. Les volumes d'eau qui vont être échangés
de part et d'autre de la membrane en hémofiltration, c'est aux alentours de 80 litres par jour. 80 litres par jour, c'est-à-dire si on ne veut pas lyophiliser le patient, faire de ce patient un tas de viande séchée, il faut substituer, rendre au patient la totalité ou une grande partie de cette eau qui va être ultra filtrée. Cette eau va être apportée au patient par les poches stériles que vous connaissez tous, qui vont être injectées en intraveineux donc, au patient. Et ce sont les poches de substitution que vous allez changer de façon régulière sur votre générateur d'hémofiltration. Les paramètres qui vont conditionner la qualité des échanges en hémofiltration, je ne vous demande pas de retenir la formule mathématique un peu complexe, mais sachez que la qualité des échanges en hémofiltration, elle va dépendre principalement de la pression transmembranaire qui va dépendre à son tour du débit sanguin et du débit d'ultrafiltration et du coefficient de partage membranaire, une notion qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième mécanisme d'échange en épuration extra-rénale, c'est la diffusion, c'est le mécanisme physico-chimique au cours de l'hémodialyse conventionnelle ou de l'hémodialyse donc intermittente. C'est un transfert de soluté de part et d'autre, toujours de la membrane semi-perméable, mais cette fois-ci selon un gradient de concentration. Donc les échanges se font entre le compartiment sanguin et un dialysat, dont la composition donc, va être réglée par nous praticiens. La remarque la plus importante à faire, c'est qu'en diffusion pure, il n'y a pas d'échange d'eau. D'accord? Uniquement un échange de solutés selon un gradient de concentration. Ces solutés peuvent passer du secteur sanguin vers le dialysat et vice-versa, selon la concentration donc, de chacun de ces solutés au niveau du dialysat et au niveau du sang. OK? Les paramètres qui vont conditionner la qualité des échanges en hémodialyse ou en diffusion, principalement le coefficient de diffusion et la surface totale de la membrane de dialyse. On a branché, il a fait la remarque, l'hémodialyse, c'est uniquement un transfert de soluté. Comment, en hémodialyse chronique, chez les patients anuriques, on va donc faire perdre aux patients le liquide qui s'est accumulé ou le liquide en excès dans l'organisme. On est bien d'accord qu'un insuffisant rénal, surtout un insuffisant rénal chronique anurique, donc ne peut pas éliminer l'excédent d'eau dans son organisme. Quand il va être branché en hémodialyse, l'hémodialyse au mécanisme de diffusion, il va éliminer des substances présentes dans le plasma uniquement par gradient de concentration. Il n'y a pas d'échange d'eau. Donc, les échanges d'eau ici en hémodialyse, qui fait ici. Asbraik. Qui fait? Donc, en associant une petite part de convection de 1, 2, 3 litres au cours d'une séance de 4 heures, par exemple, qui ne va pas être substitué au patient comme on l'a fait en hémofiltration. Donc, pour faire perdre au patient une quantité, la quantité souhaitée de liquide, on va associer à la diffusion une petite part de convection en hémodialyse conventionnelle. OK? Troisième mécanisme, le mécanisme d'absorption. C'est un mécanisme accessoire qui n'a pas beaucoup d'importance en épuration extra-rénale et c'est la propriété qu'ont certaines membranes de lier certaines substances présentes dans le plasma, surtout celles qui sont chargées négativement. Ces substances vont donc se coller sur les membranes d'épuration extra-rénale et ne vont pas rejoindre la circulation sanguine par la suite. Voici un circuit d'hémofiltration. Donc, on a le cathéter de dialyse. Le sang va rejoindre le circuit
par la ligne artérielle ou la ligne schématisée en rouge sur le cathéter, il va recevoir une anticoagulation, soit une anticoagulation régionale. On verra après un cours sur les différentes techniques d'anticoagulation, une anticoagulation régionale au citrate ou une anticoagulation systémique à l'héparine non fractionnée. Donc le sang, par la suite, il va arriver au niveau du filtre. Il va y avoir un échange d'eau et de soluté du compartiment sanguin vers l'ultrafiltrat, donc schématisé en jaune sur cette image. Le sang, il va sortir du filtre par l'extrémité veineuse ou bleue. Il va passer au niveau d'un composant du circuit qu'on va appeler chambre de dégazage ou piège à bulles, relié à un électroclan magnétique qui va empêcher le passage d'emboles fibrinochrioriques ou gazeux dans la circulation sanguine. Le volume qui a été soustrait au volume d'ultrafiltrat doit être substitué au patient, soit avant le filtre et on parle de prédilution, soit après le filtre et on parle de post-dilution. Circuit d'hémodialyse, presque la même chose. Entrée artérielle en rouge, anticoagulation régionale ou systémique. Ici, on n'a pas de gradient de pression, donc pas d'ultrafiltrat en diffusion pure. On a un dialysat qui va circuler à contre-courant du sang, une chambre de dégazage au piège à bulles, un électroclan magnétique et l'extrémité donc veineuse du cathéter qui va faire retourner le sang au patient. Un petit détail, la circulation au niveau du filtre d'hémodialyse. Le sang circule dans un sens, le dialysat circule dans l'autre. Pourquoi, à votre avis? Allez, pourquoi? Donc c'est plus efficace. Pourquoi? Parce que supposons que le dialysat et le sang vont circuler dans le même sens, on a ici l'entrée du filtre, voilà l'extrémité artérielle. Supposons que les deux compartiments circulent donc parallèlement dans le même sens, on aura donc une saturation des échanges arrivée à la partie moyenne du filtre. Donc toute la partie du filtre qui va donc suivre, il n'y aura pas d'échange à son niveau. Donc on va perdre en efficacité et en surface d'échange. Et on a vu tout à l'heure qu'un des paramètres qui vont conditionner la qualité des échanges en hémodialyse, c'est la surface de la membrane. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait donc circuler le dialysat et le sang à contresens dans le circuit de dialyse. Un circuit d'hémodiafiltration, on adore nous compliquer, on adore se compliquer la vie. Beaucoup le font en réanimation en supposant que la qualité d'échange elle sera meilleure en associant les deux techniques diffusives et convectives. Certains le font par habitude, c'est comme ça qu'ils ont appris à faire, mais sachez qu'il n'y a aucun intérêt à associer les deux techniques pour gagner en clairance ou en efficacité. D'accord? Il n'y a aucun gain. La clairance obtenue en hémofiltration et la clairance obtenue en hémodialyse, quand on associe les deux techniques en hémodiafiltration, la somme des deux clairances ne va pas être supérieure à la clairance de chaque technique prise donc de façon isolée. OK? Donc, si on veut faire une technique continue, on fait de l'hémofiltration continue ou, pour certaines équipes, ils font de la dialyse continue. Ça ne sert à rien d'associer les deux, sauf certains cas très particuliers. Je vous montre donc un schéma en microscopie électronique d'un des capillaires contenus dans l'hémofiltre. Ce sont 15 000 à 20 000 capillaires qui vont être donc contenus dans ce filtre d'une longueur d'à peu près 14 à 28 cm.
Donc, le sang, il va circuler à l'intérieur de ces hémofiltres et les échanges donc, vont se faire de part et d'autre de sa membrane. Une vue plus schématique du filtre d'hémodialyse ou d'hémofiltration. Ici, on a un filtre d'hémodialyse avec une coupe transversale où on voit ces milliers de capillaires qui vont traverser l'hémofiltre sur toute sa longueur. On a l'entrée du sang et l'entrée du dialysat donc, dans l'autre sens. Le sang va circuler à l'intérieur des capillaires et le dialysat va circuler tout autour de ces 20 000 capillaires pour pouvoir faire les échanges. Notion très importante en épuration extra-rénale, que ce soit en diffusif ou en convectif, c'est la notion de coefficient de partage. C'est quoi le coefficient de partage? C'est le poids moléculaire maximal qu'une membrane de dialyse ou d'hémofiltration peut laisser passer. Ça dépend du poids moléculaire ou de la taille de chaque substance donc présente dans le sang. On voit qu'en transport diffusif, on va épurer très bien les molécules de petite taille ou de faible poids moléculaire, comme l'urée, la créatinine, les différents électrolytes contenus dans le plasma, tandis qu'en transport convectif ou en hémofiltration, on va aussi bien épurer les molécules de faible poids donc moléculaire, on va aussi gagner sur les substances de poids moléculaire intermédiaire. Les molécules de poids moléculaire intermédiaire et d'info. Le gain donc, obtenu en hémofiltration par rapport à l'hémodialyse, en termes de coefficient de partage, en termes de substances épurées. Néphro, ça met une substance de taille moléculaire intermédiaire éliminée par la dialyse. Les immunoglobulines, c'est des molécules de grosse taille. La bêta-2 microglobuline, ça se bien. Le rôle physiopathologique, les conséquences physiopathologiques de l'accumulation de la bêta-2 microglobuline chez les insuffisants rénaux. La constitution d'amylose. La bêta-2 microglobuline, c'est une molécule de poids intermédiaire. Elle va être mieux éliminée en hémofiltration par les transports convectifs. Je suppose le l'anesthésie réa. Ça met des substances de poids moléculaire intermédiaire qui ont de l'importance pour les patients de réanimation qui sont éliminés en convection. L'interleukine 1, l'interleukine 6, le TNF-alpha, ce sont des cytokines inflammatoires produites de façon donc, explosive au cours des états donc, inflammatoires sévères comme les états septiques graves, les états de choc septique, mais aussi au cours des grands syndromes de reperfusion, comme par exemple après un arrêt cardiaque récupéré. Donc ces molécules de poids moléculaire intermédiaire, elles seront mieux éliminées en hémofiltration qu'en hémodialyse. Pour récapituler, transfert convectif, transport convectif, transport diffusif. Le transfert en convection, en hémofiltration, il est actif, secondaire à un gradient de pression hydrostatique qui est limité par la pression oncotique, on va le voir tout à l'heure. Le transport en dialyse, c'est un transport passif selon un gradient de concentration. Transfert liquidien prédominant en convection, en hémofiltration. Pas de transfert liquidien en diffusion pure. Il existe une diminution de la pression osmotique sanguine au cours des transferts diffusifs ou hémodialyse. Et là, les néphrologues connaissent très bien ce phénomène de patients qui auront mal à la tête donc, après les premières séances de dialyse. C'est dû à la baisse brutale de la pression osmotique et à la constitution d'un petit œdème cérébral
qui va donner ces céphalées. En réa, on appelle ça syndrome de déséquilibre osmotique. C'est pour ça, au cours des premières séances d'hémodialyse intermittente en réanimation, on doit faire attention à ne pas baisser l'osmolarité sanguine, ne pas trop baisser l'anatrémie ou la faire monter par ailleurs, ne pas trop baisser l'urée donc de façon très importante pour éviter donc ce phénomène de déséquilibre osmotique qui peut être responsable d'effets indésirables ou d'effets secondaires très graves à type d'œdème cérébral. Les transferts de molécules de taille moyenne, comme on vient de le dire, donc il est présent en convection et il est donc absent en transfert diffusif. Pour résumer de façon encore plus schématique, l'hémodialyse, c'est comme lorsque vous faites votre infusion de thé, c'est des transferts de petites molécules de thé dans le deuxième compartiment liquidien dans votre tasse. Les grosses molécules de thé vont rester au niveau de la petite pochette. L'hémofiltration, c'est comme le petit café du matin, un gradient de pression, des molécules de café, de l'eau qui vont passer donc de part et d'autre de la machine à café. Voilà. Et on va voir quelques termes maintenant que vous pouvez rencontrer dans les textbooks, dans les référentiels qui parlent d'épuration extra-rénale, que ce soit en réanimation ou en néphrologie. On va essentiellement parler de la notion très importante de fraction de filtration, de la clairance en épuration extra-rénale, de la prédilution, de la post-dilution en hémofiltration continue. Première notion extrêmement importante, la fraction de filtration. Ceux qui sont passés avec nous au service connaissent l'histoire de cette fraction de filtration, de l'importance qui doit être attribuée à cette fraction de filtration. Cette fraction de filtration, c'est quoi donc au fait? C'est un ratio ou un rapport qui va déterminer le degré d'hémoconcentration au niveau du filtre d'hémofiltration. Donc, si on va suivre en bas les deux courbes de la pression hydrostatique au niveau du filtre et de la pression oncotique, donc au début du filtre, on a une pression hydrostatique importante, c'est normal, on est en hémofiltration, on est en convection. L'eau qui est contenue dans le filtre, donc elle va passer à travers la membrane avec les différents solutés de poids moléculaires faibles et intermédiaires. Donc, ce passage d'eau va faire que la pression hydrostatique va augmenter ou elle va diminuer. Donc, la pression hydrostatique va diminuer. On perd de l'eau au niveau des capillaires, donc la pression hydrostatique, elle va diminuer. Donc, ce qui reste au niveau du filtre, c'est les grosses molécules, les éléments figurés du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc. et les protéines. Ce qui fait que la pression oncotique, elle va augmenter donc, tout au long du filtre. Arrivé à cette partie terminale, qu'est-ce qui va se produire? Une hémoconcentration majeure. Qui dit hémoconcentration, dit risque de colmatage. Donc, risque de colmatage au niveau de la partie terminale du filtre. Donc, si on veut exprimer cette notion d'hémoconcentration en termes mathématiques, qu'est-ce qu'on va obtenir? La fraction de filtration, c'est un rapport ou un ratio. Donc, il faut l'imaginer, c'est tout simplement le rapport entre la quantité d'eau qu'on a soustrait du filtre, qui est entrée donc du filtre, qui est sortie du filtre, pardon, sur la quantité de liquide ou d'eau qui est entrée donc initialement. D'accord? واضحة notion ولا
قديش on a asséché le filtre, c'est le ratio entre la quantité d'eau qui est sortie du filtre par transfert convectif sur la quantité d'eau qui est rentrée initialement au niveau du filtre. Donc, si on veut traduire ça en termes plus clairs, ce qui est sorti du filtre, c'est le volume de l'ultrafiltrat. Les fluents, l'ultrafiltrat. L'ultrafiltrat, le volume T1, il est égal au volume donc qu'on va substituer au patient. Le volume perdu en ultrafiltration doit être substitué au patient. Donc la substitution, c'est la prédilution plus la post-dilution. Et si on veut faire perdre au patient une certaine quantité de liquide qu'on va appeler prélèvement patient ou perte patient, il faut ajouter ces pertes patients au volume qu'on va faire sortir du filtre. Donc le volume sorti, c'est le volume d'ultrafiltrat, qui est égal à la prédilution plus la post-dilution plus la perte patient sur le volume qu'on a fait entrer au niveau du filtre, qui est le débit sanguin plus la prédilution si on a utilisé une prédilution. En termes plus simples, la fraction de filtration, c'est le débit d'ultrafiltrat sur le débit de sang. Et il faut garder cette fraction de filtration obligatoirement au-dessous de 25% tout au long de la séance d'hémofiltration. Sinon, le risque de colmatage est très très important et la thrombose du filtre peut survenir dans les 2-3 heures après une augmentation de la fraction de filtration au-delà de 25%. OK? Est-ce que c'est clair? La fraction de filtration. Si vous avez compris ça, vous avez compris toutes les hémofiltrations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? La fraction de filtration, elle va traduire l'hémoconcentration au niveau du filtre. L'hémoconcentration, c'est le degré avec lequel on a asséché le filtre. On a fait perdre au filtre de l'eau. La quantité d'eau qui va être perdue en hémofiltration, c'est en fait le volume total qu'on a ultrafiltré. Comment savoir exactement à quoi correspond en termes de volume si on veut chiffrer cette perte d'eau? C'est exactement la même quantité de substitution qu'on va administrer au patient, puisque l'ultrafiltration doit être substituée donc, au patient pour ne pas lyophiliser le patient. Donc, cette substitution, elle peut se faire, attention, il faut voir d'après la post-dilution, elle doit se faire soit avant le filtre, soit après le filtre. Si elle se fait avant le filtre, c'est la prédilution. Si elle s'opère après le filtre, c'est la post-dilution. OK, donc, ce qu'on a enlevé, c'est exactement ce qu'on a rendu au patient par la suite. OK, donc, le nominateur, ce qu'on a enlevé, c'est prédilution plus post-dilution plus la perte patient, ce qu'on veut soustraire réellement au patient. D'accord? Sur la quantité qui est entrée initialement sur l'extrémité artérielle du filtre, l'extrémité rouge, c'est le débit sanguin plus la prédilution, si on a une prédilution qui est réglée. Okay? Le rapport ou le ratio entre les deux nous donne la fraction de filtration qui traduit le degré d'hémoconcentration du filtre. Elle doit être maintenue au-dessous de 25%. Si elle augmente au-delà de 25%, avec des mauvais réglages, par exemple, lors de la prescription initiale, on a un risque accru de colmatage et de thrombose du filtre qui peut survenir très très rapidement dans les 2-3 heures suivant donc l'augmentation de cette fraction de filtration. OK? La clairance en épuration extra-rénale, essentiellement, on va parler d'hémofiltration continue. Donc, si on épure le patient, c'est parce que ce patient a perdu donc, la clairance physiologique de ses reins.
Donc, qui dit épuration extra-rénale dit obligatoirement clairance. Donc, comment calculer cette clairance? Et on est bien d'accord que la clairance d'un patient, que ce soit la clairance rénale physiologique ou la clairance en épuration extra-rénale, elle doit être estimée ou calculée pour pouvoir adapter notamment les prescriptions de médicaments et surtout d'antibiotiques en milieu de réanimation. Donc la clairance, c'est l'état un tout machin. Formule نتاعها. La clairance rénale, le débit de filtration glomérulaire, comment on peut l'estimer au chevet du patient? Donc la clairance égale U fois V sur P. V à la clairance terrain. Si on veut extrapoler à l'hémofiltration, on aura quelle formule? Donc, en hémofiltration ou en convection, la concentration d'une substance au niveau du sang, elle est strictement égale à sa concentration au niveau de l'ultrafiltrat. Ce qui nous fait, si on va suivre cette formule, U égale P. Donc, la clairance en hémofiltration continue égale AV. V, c'est le volume d'ultrafiltrat généré par les mécanismes d'échange convectif. Le V, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est exactement le même volume qu'on doit rendre au patient. Donc, c'est le volume de prédilution plus le volume de post-dilution, plus si on veut soustraire de l'eau au patient, il faut prendre en considération cette perte patient dans le calcul du volume de l'ultrafiltrat. Et pour avoir un ordre d'idée sur le V, on verra ça sur les prescriptions tout à l'heure dans le cours portant sur l'hémofiltration continue en réa. Sachez que les volumes qu'on va échanger en hémofiltration continue vont être de l'ordre de 60 à 80 litres par jour. Et rapidement, en cours de calculatrice, merci 80 litres par jour, par minute, c'est-à-dire qu'on va obtenir en termes de volume épuré ou de clairance. Donc 80 litres par jour, par 24 heures. Combien on va obtenir de clairance par minute? La clairance, on la calcule par minute, millilitres par minute. 55 millilitres par minute en épuration extra-rénale, en hémofiltration continue qui tourne 24 heures sur 24, sans arrêt. Donc on va obtenir une clairance de maximum 55-60 millilitres par minute. C'est la clairance, on est bien d'accord, d'un patient qui va rentrer dans la maladie glomérulaire ou dans l'insuffisance rénale. C'est très insuffisant comme clairance, surtout s'il y aura des périodes d'interruption de traitement en cours de journée. Notion de pré- et de post-dilution. On a déjà expliqué. Le volume qu'on doit rendre au patient, on peut le faire soit en prédilution, soit en post-dilution. La prédilution, c'est quand l'administration de ce liquide, donc stérile, de composition proche d'un plasma physiologique en termes d'électrolytes, va se faire donc avant l'entrée du filtre. L'avantage théorique ici, c'est que on va donc diluer le sang qui va passer au niveau du filtre. Donc, on va théoriquement diminuer le risque de thrombose ou de colmatage au niveau du filtre. L'inconvénient de la prédilution, c'est qu'on va faire de la lessive avec du linge propre. Donc, on va faire rentrer du sang qu'on voudrait épurer conjointement à un liquide qui est déjà de composition physiologique. Donc, en termes de clairance d'épuration, on va perdre en efficacité car
on va faire traverser, on va ultrafiltrer un liquide qui est entre guillemets sale, c'est le sang qu'on veut épurer, et un liquide propre qui est le liquide de substitution qu'on va administrer en prédilution. Donc on va perdre en efficacité. La dilution, par contre, on va administrer le liquide de substitution sur la partie veineuse du circuit d'hémofiltration. Donc, l'avantage, c'est qu'on va avoir des échanges de bonne qualité. On va épurer uniquement donc, du sang au niveau de l'hémofiltre. Inconvénient, donc on a plus de risques d'hémoconcentration au niveau du filtre, on a plus de risques de colmatage et de thrombose, surtout lorsque la fraction de filtration va être au-dessus de 25%. On peut faire les deux selon plusieurs associations possibles, 50-50, 25-75, un tiers, deux tiers, on peut faire de tout. L'essentiel, c'est que la prédilution ne doit pas être supérieure à la post-dilution pour ne pas perdre en efficacité au cours de l'hémofiltration et que la fraction de filtration doit être maintenue obligatoirement, je le répète encore une fois, inférieure à 25%. Je vous remercie pour votre attention.